Bonjour et bienvenue pour le deuxième de nos débats spéciaux législatifs en Charente. Aujourd'hui, c'est la première circonscription, celle d'Angoulême, qui regroupe la plupart des communes de l'agglomération d'Angoulême. Avec moi pour animer ce débat, Julie Pasquier, la chef d'agence d'Angoulême de Charente Libre. Bonjour Armel. On est d'ailleurs dans tes locaux, merci de nous accueillir. Ouais. Avec nous, et c'est un coup de théâtre imprévu, seulement 2 des 3 qualifiés pour le deuxième tour. René Pilato, le député sortant NFP, arrivé en tête dimanche avec 32,60% des suffrages. Thomas Mesnier, le candidat de la majorité présidentielle, qu'il retrouve pour la 3e fois. Thomas Mesnier, vous n'avez devancé que de 23 voix, la 3e finaliste, Marion Lattus, du Rassemblement national. Marion Lattus n'est pas là ce matin. Que s'est-il passé, Julie ? Alors après avoir décalé ce débat prévu mardi à mercredi à la demande de Thomas Mesnier qui travaillait hier, c'est à la demande de Marion Lattus et pour respecter ses impératifs personnels que nous avons fixé l'heure de ce débat mercredi. Mais voilà, hier après-midi, Marion Lattus a déclaré forfait de manière très laconique, un simple SMS mettant en avant un imprévu et la rendant indisponible pour toute la journée. C'est dommage, Marion Lattus est une inconnue en Charente, on aurait pu la connaître davantage. On peut seulement vous dire qu'elle a 31 ans, qu'elle est conseillère régionale RN, qu'elle a démissionné il y a quelques mois du conseil municipal de Châtellerault. Elle aurait migré ensuite Charente à Saint-Quentin-de-Chalais, où personne ne l'a encore vue et qui n'est même pas sur notre circonscription. Elle dit qu'elle a une formation d'infirmière, elle serait aujourd'hui organisatrice d'intérieur, mais elle ne pourra pas nous dire en quoi ça consiste, puisqu'elle n'est pas là. René Pilato, une réaction ? Il y a 21 candidats RN qualifiés au second tour au niveau du pays, de la France, qui ont refusé les débats de second tour. On les comprend un petit peu parce que leur programme est tellement utopique, infaisable sur le plan financier que quand il faut le défendre, même M. Bardella a été en difficulté, ils ne viennent pas sur les plateaux. Donc, dont acte. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une inconnue. Elle avait dit, quand elle avait fait sa candidature dans la Vienne, « Je vais m'ancrer dans la Vienne pour pouvoir être auprès de vous ». Quelques années plus tard, je vais m'ancrer en Charente pour être auprès de vous. Et en fait, on ne la verra pas. Thomas Mesnier. Oui, bonjour. D'abord, effectivement, ça a été la surprise que cette candidate ne soit pas là. Moi, j'ai découvert son visage dimanche à l'occasion de la soirée électorale en préfecture. Je crois que ça a dit quelque chose, effectivement, du Rassemblement national, de son programme qui, manifestement, n'est pas si simple que ça à défendre, et de son parachutage. Elle ne connaît pas la Charente. Et je crois que, malheureusement, ce serait à l'image de son action si elle venait à recueillir la plus grande partie des suffrages dimanche. Et je crois que son absence montre bien que vous avez 2 candidats qui sont tous les 2 d'anciens députés qui connaissent le territoire. Et donc nous allons débattre simplement à 2 pour la 3e fois. Bon, alors les absents ayant toujours tort, on va vous poser des questions à vous deux. Thomas Mesnier, Place Publique a appelé lundi à votre désistement. Vous avez décidé de vous maintenir. Vous considérez donc qu'il n'y a pas plus de chances que le RN se retrouve en première position sur la circonscription qu'aujourd'hui sur ce plateau ? D'abord, j'ai fini 2e de cette élection. Alors certes, dans un mouchoir, comme la circonscription sait nous donner des résultats depuis quelques années, mais c'est une 2e place. Et puis surtout, j'ai envie de répondre à Place Publique que si j'ai été 2e et si j'ai fait 30%, si j'ai recueilli plus de 30% des suffrages, et je veux remercier les électeurs qui se sont portés vers moi dimanche dernier, c'est en grande partie grâce aux électeurs de Place Publique et de Raphaël Glucksmann, parce qu'ils ne se retrouvent manifestement pas dans ce nouveau front populaire dominé par la France insoumise, qui a consacré l'agitation, la bordélisation de l'Assemblée nationale depuis 2 ans. On a bien vu d'ailleurs que l'Union, la NUPES, c'était l'ancien nom, ça a été ripolliné, avait complètement éclaté pour les élections européennes, et je crois qu'un certain nombre d'électeurs d'une gauche social-démocrate ne se retrouvent pas dans ce nouveau Front populaire, dans une candidature insoumise, et donc c'était tout naturel que je maintienne cette candidature, tout en actant bien, et je l'ai dit au soir du premier tour, que je soutenais sans aucune réserve Virginie Lebreau sur la 3e circonscription. J'avais déjà pu dire avant le premier tour, et d'ailleurs je l'avais proposé au président Bouty au département, de travailler entre républicains, avec les sociodémocrates, pour
préparer un front contre le Rassemblement national dès le premier tour. René Pilato, vous attendiez à ce que Thomas Mesnier se désiste en votre faveur? Non, je ne m'attendais à rien, on ne demande rien. On avance, on fait campagne, on est sur le terrain, on défend un programme qui cette fois-ci s'appelle un contrat de législature. En tant qu'élu NUPES, j'avais toujours mis le logo NUPES sur la porte de la permanence en faisant bien voir aux gens que j'étais un élu de l'Union des gauches. Si je suis élu, il y aura un logo NFP et quelque part, je dirais que le groupe auquel j'appartiendrai à l'Assemblée nationale LFI n'impactera en rien mon engagement sur ce contrat de législature. Pourquoi ? Parce que non seulement il me convient, mais en plus, je suis fidèle à la parole donnée. Mais est-ce que vous jouez avec le feu un peu? Laissez la place. Est-ce que vous laissez la place à une éventuelle surprise Rassemblement national sur la circonscription? Je ne sais pas. Je pense qu'on fait un travail de terrain pour convaincre les électrices et les électeurs de voter pour nous, parce que notre programme tient la route. Je disais tout à l'heure en préambule que leur programme ne tient pas la route. Financièrement, c'est le même que celui de la majorité présidentielle, on pourra y revenir. On va y revenir, mais c'est quand même la plus belle progression sur une circonscription comme Angoulême, où jusqu'à présent, le Rassemblement national n'était pas très présent. Oui, et donc ça, c'est le vrai sujet. 7 ans de Macron, 2 fois, je dirais, les électeurs de gauche se sont mobilisés pour que Marine Le Pen n'arrive pas au pouvoir. Il se prétendait le meilleur rempart contre la montée de l'extrême droite, et en fait, il l'a fait monter sans arrêt par une politique de casse sociale sans nom depuis 7 ans. Toujours les mêmes qui sont avantagés et toujours les plus fragiles qui sont matraqués. On parlera des programmes et du bilan. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi le Rassemblement national progresse? Parce qu'il y a des oubliés dans la politique depuis 7 ans. Donc on y reviendra. Juste, on va essayer de vous présenter quand même l'un et l'autre parce qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas. René Pilato, malgré vos 61 ans, vous êtes un jeune en politique, vous étiez prof de maths. Quel a été le déclic qui vous a fait vous engager? Alors j'ai fait 10 ans d'industrie dans l'aéronautique, le spatial et le militaire avant d'être prof, puis j'ai fait 10 ans de professeur d'électronique en section de technicien supérieur, puis 20 ans de prof de maths quand il a fallu venir en Charente pour effectivement m'installer dans cette belle région et dans ce beau département. Qu'est-ce qui m'a fait aller en politique? Comme beaucoup de Français, je me plaignais tout le temps. Et ma fille m'a dit « Papa, t'es bien gentil, tu te plains tout le temps, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et donc je me suis dit « Effectivement, mes enfants sont élevés, et qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, je me suis engagé un peu plus en politique, et voilà pourquoi, sur une fin de vie, une fin de carrière, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de carrière politique à faire, il y a des engagements à respecter et c'est très agréable de ne pas avoir cette pression de se faire réélire, de tergiverser avec les engagements. Et ça, c'est vraiment... je ne regrette rien. J'ai fait 2 gros sujets depuis... On en reparlera tout à l'heure. Thomas Mesnier, okay. vous avez 38 ans, vous êtes médecin. Alors vous êtes l'exemple typique de la génération Macron. Vous avez été élu député de la majorité présidentielle pendant 6 ans. C'est Macron qui vous a conduit à faire de la politique ? C'est effectivement en 2016 un appel à une génération et à la société civile de s'engager. Moi j'étais à ce moment-là jeune médecin à l'hôpital public au centre hospitalier d'Angoulême, urgentiste, et je voyais les difficultés au quotidien de l'hôpital et du système de santé. Et après des études de médecine qui avaient été très marquées par un engagement associatif, je me suis reconnu dans cet appel à la société civile et je me suis surtout dit que si ma génération ne s'engageait pas, qui le ferait pour changer les choses. Et donc c'est dans cet engagement-là que je me suis lancé en 2016 et que ça m'a conduit jusqu'à la députation, effectivement. Et aujourd'hui, ce côté Macron-boy, c'est un peu votre principal fardeau aussi ? Je renie pas tout ce que j'ai pu faire depuis 2016. Effectivement, les Charentais me connaissent comme quelqu'un qui a été engagé dès 2016 derrière ce jeune président à l'époque qui avait levé beaucoup d'espoir, qui a aussi beaucoup déçu et j'en suis conscient. On n'a probablement pas tout bien fait. Mais on a fait, en tout cas de mon côté, j'ai fait de mon mieux. J'ai eu des réalisations dont je suis fier, d'autres où probablement j'aurais pu mieux faire.
Toujours est-il que je souhaite continuer à m'engager pour la santé, et pas seulement, et surtout pour la Charente. Et je ne crois pas que la Charente puisse se reconnaître dans ce qui est profondément dans la nature du Rassemblement national, ni dans ce que porte la France insoumise en termes de brutalisation du débat, en termes de communautarisme, parfois de dérives antisémites. Et donc je veux porter cette voix sereine, modérée et apaisée qui, je crois, correspond véritablement à ce qu'est la Charente. René Pilato, c'est vous qui êtes arrivé en tête dimanche, mais aujourd'hui vous n'avez pas forcément de gros réservoirs de voix, d'autant plus que la participation était déjà assez élevée. Votre étiquette LFI fait peur alors à Thomas Mesnier, mais aussi à d'autres électeurs. Comment pouvez-vous rassurer la gauche modérée ? On a effectivement une diabolisation de la France insoumise, bien orchestrée par les médias qui appartiennent aux plus grands fortunés de France. Ils ont gagné, ils ont réussi à dédiaboliser le Rassemblement national qui a énormément de candidats et qui sont condamnés pour effectivement racisme, pour antisémitisme, alors que nous, personne, jamais personne n'a été condamné. Donc ici, dire ce que vous dites, Monsieur Mesnier, est assez intéressant parce que si vous pensez que je suis antisémite et si vous pensez que j'ai bordélisé l'Assemblée nationale, je vous invite déjà à voir tout mon comportement et mes prises de parole à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, si vous pensez que je suis antisémite, c'est un délit, vous le savez, portez plainte contre moi. Je rappelle que la seule fois où quelqu'un a porté plainte contre Jean-Luc Mélenchon, c'était M. Copé, Mme Kosciusko-Morizet et M. Juppé, et ils ont perdu. Et donc, comment on fait pour rassurer les gens concrètement ? Alors, quelque part, comment rassurer les gens ? On peut parler, effectivement, pour les sociaux-démocrates, qu'on a un contrat de législature qui a été signé par le Parti socialiste et par Place Publique. Donc, si Place Publique soutient ma candidature, le Parti socialiste va faire un communiqué. Si Madame Bonnefoy, sénatrice, soutient cette candidature, le président du département... Il a eu du mal, le président. Le président du département a peut-être compris que son attitude vis-à-vis de la situation historique que vit la France avec la poussée du RN, c'est pas de penser à des élections futures, mais de se mettre à la hauteur du moment historique qu'on vit. Donc moi, j'invite tous les gens qui pensent que je suis quelqu'un d'un diable rouge à regarder les débats, et surtout les derniers sur la fin de vie, où effectivement, Monsieur Mesnier, sachez que des gens comme Gilles Legendre, que vous n'avez pas reconduit parce qu'il a voté des amendements que j'ai portés sur le droit opposable aux soins palliatifs, la majorité macroniste a voté contre l'avis du gouvernement des amendements portés par René Pilato, groupe La France Insoumise NUPES à l'époque, et quelque part, ils m'ont tous dit à la fin, bravo, tu as fait un super boulot. Donc, quelque part, il y a votre avis, ce que vous dites et ce que vous mettez sur vos tracts, et il y a des faits concrets. Monsieur Pilato, justement, en l'occurrence, Gilles Legendre, j'aurais soutenu ses positions. On avait globalement des positions assez similaires sur le débat sur la fin de vie. Je crois que la DND, vous avez déchiré leurs propositions devant votre permanence. Permettez-moi, non, je n'ai pas déchiré de propositions devant ma permanence. Je ne déchire pas les propositions, je les lis, je les étudie. En revanche, Monsieur Pilato, je suis désolé, mais j'aurais aimé vous entendre votre voix. Par rapport à l'investiture d'un candidat fiché S au sein de votre alliance. J'aurais aimé entendre votre voix quand M. Mélenchon dit que l'antisémitisme est résiduel en France. On ne vous a pas entendu. Et en revanche, le seul moment où vous vous exprimez, c'est pour soutenir Adrien Quatennens, qui a été condamné pour violence conjugale. Donc permettez-moi de dire que je ne suis pas en accord avec toutes ces positions-là que je viens d'énoncer, et permettez-moi de dire que oui, c'est un fait, et les Français peuvent le voir, et ils l'ont vu dès juin 2022 avec une présence beaucoup plus importante de députés insoumis dans l'Assemblée nationale. C'était, et je l'ai vu pendant les 6 premiers mois du mandat de cette législature, le cirque, le bordel dans l'Assemblée nationale. Je n'y étais pas. Et oui, enfin ça a continué après, M. Pilato. Non, justement. Et permettez-moi de dire qu'une partie de la frange modérée social-démocrate ne se reconnaît pas dans ces positions-là, et la droite républicaine non plus, et c'est justement pour cela que je crois, et au nom de valeurs communes, Alain Boivin, le candidat des Républicains, m'a apporté son soutien, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec son soutien, avec ses positions très claires, une ligne très nette sur
la laïcité, sur l'état de droit, sur la lutte contre le communautarisme, sur la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, je crois que je suis aujourd'hui le candidat en capacité de rassembler le plus largement et de gagner dimanche. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez dit... Monsieur Lenny, je vais répondre. Ce que vous dites est quand même assez fort de café. Je n'ai pas soutenu Adrien Quatennens, j'ai soutenu le fait qu'il se soit retiré pour protéger le nouveau Front populaire. C'est ça. Vous pouvez regarder le poste exactement. Oui, il y a eu d'autres prises de position par le passé, M. Pilato. Et j'ai salué sa position responsable de ne pas penser qu'à lui-même et qu'au poste et qu'à l'élection et de se mettre au service d'un collectif. Donc ça, c'est la première des choses. Sur l'antisémitisme, je vous invite à porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon. On verra si vous gagnez. Et ensuite, quand vous dites qu'on a bordélisé l'Assemblée nationale, c'est le terme ambiant que vous utilisez, désolé, mais ici, moi, je peux rassurer tous les sociodémocrates, par mon comportement, j'ai contribué à apaiser le groupe insoumis. Parce que, aussi, à 61 ans, comme vous le disiez, il est de mon devoir de dire à mes camarades, sachez que être audible, ça passe aussi par dire les choses calmement, précisément, parce que l'argumentation, on l'a, et ça peut se retourner contre nous. Donc, plutôt que de défendre votre bilan et votre programme que vous n'avez pas, sinon une continuité, vous vous attaquez à des choses dont je pense que ça ne change pas le quotidien des Français. Donc parlons de vos propositions. Mais Monsieur Pilato, qu'est-ce qui fait monter le Rassemblement national dans le pays? La brutalisation du débat public. On en parlait. Je le crois profondément. Les gens demandent de l'ordre aujourd'hui. Je ne vous ai pas interrompu. Déjà, commencez par respecter la parole. Deuxièmement, effectivement, qu'est-ce qui fait monter le Rassemblement national? C'est vous. C'est le chaos que vous avez créé. C'est les gens qui sont fragilisés et sur lesquels on met la pression. C'est les gens qui n'arrivent plus à payer les factures d'électricité. Je finis. Ouais. Et à qui on dit c'est de la faute de l'étranger. Et ces gens-là, vous les laissez dans leurs croyances. Donc, quelque part, on va en parler. C'est vous le chaos. C'est vous qui avez mis la France dans cet état-là. C'est le président Macron, avec Édouard Philippe, qui vous soutient et qui a contribué à ce chaos. Vous êtes le candidat d'un bilan qui est le bilan du chaos. On y reviendra tout à l'heure, mais René Pilato, vous avez été député pendant 16 mois, vous nous dites que c'est un mandat national et vous avez tout à fait raison et on vous entend bien, mais est-ce qu'on peut quand même avoir une action, un impact sur la politique locale, sur des actions localement? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez? Oui, j'ai fait, en 16 mois, je me suis promené dans les 22 communes de la circonscription, j'ai fait des permanences itinérantes, des réunions publiques sur des thématiques locales et nationales afin de prendre le pouls et afin effectivement de remonter en commission des affaires économiques où je siégeais, la réalité du terrain. Et tiens, je vais vous dire quelque chose, Monsieur Meignier. En commission des affaires économiques, on voyait les quelques députés qui labouraient les circonscriptions. Qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, on était très peu à parler des mêmes choses qui remontaient du terrain parce qu'on allait au contact des gens. Et quand on parlait effectivement de la fin de vie ou d'autres amendements, on arrivait à faire passer des amendements, ce qui était très rare avec la majorité arrogante qui n'a gouverné qu'au 49-3, on arrivait à faire passer des amendements quand on avait le soutien de quelques députés qui n'étaient pas de notre côté, mais qui avaient compris qu'on avait remarqué les mêmes problématiques sur le terrain. Donc en général, j'essayais d'équilibrer 3 jours à l'Assemblée, 3 jours en circonscription. Et quand il n'y avait pas de cérémonie, quelquefois, je me reposais le dimanche. Mais quel impact concrètement, hormis le fait de labourer le terrain? Eh bien, je vais vous en donner une. Malheureusement, on a changé 3 fois de ministre de la Santé. On a eu Aurélien Rousseau, puis Firmin Lebaudot, puis M. Valtou, sous la houlette de Mme Vautrin. 3 fois, j'ai demandé à ce qu'on puisse étendre les DADU, c'est-à-dire les diplômes pour les médecins hors Union européenne, non pas qu'aux spécialistes, dont on a besoin, d'ailleurs le RN, c'est bien qu'ils nous disent ce qu'ils font là-dessus, mais à la médecine de ville. Parce que les déserts médicaux, je dirais, en France, c'est quelque chose qui a été organisé par la majorité de Macron. Quelque part, ces déserts médicaux, on peut les résorber si on arrive à ouvrir ces fameux DADU à la médecine de ville. Et on pourrait récupérer 5 à 6 000 médecins le temps qu'on forme nos nouveaux médecins. Ça, alors, je n'ai pas été entendu une fois, je n'ai pas été entendu 2 fois, mais avec Mme Vautrin et M. Valtou,
Ils m'ont dit, c'est une très bonne idée, on va l'étudier. Malheureusement, ça a été dissous. Alors, il n'y a pas que vous qui n'avez pas été entendu, puisque Thomas Mesnier a été député, s'est investi sur la santé. Oui. Malheureusement, en Charente, les difficultés de trouver un médecin, c'est toujours Oui, mais attendez, je vais répondre. Mais si c'était pas aussi grave, ce serait risible. D'abord, Monsieur Pilato, je vais vous dire, on parle pas des DADU, on parle des PADU, les praticiens à diplôme hors Union européenne. Il s'avère que j'ai été rapporteur d'un texte qui a été voté pour justement améliorer leur installation sur le territoire. Là. Attendez, j'y viens. Mais, pardon, Monsieur Pilato, quand on est député, on n'est pas là pour se promener sur sa circonscription, on est là pour travailler. Et on est là pour avoir des résultats sur sa circonscription. Et en l'occurrence, quand on a dédoublé toutes les classes de CPCE1 sur la circonscription, quand j'ai obtenu le label cité, quand j'ai obtenu le label cité éducative et 1,5 million d'euros pour les écoles de la ville de Soyaux, quand j'ai obtenu 31 millions d'euros de reprise de dette des hôpitaux de Charente, 2 millions d'euros pour justement investir pour avoir plus de matériel dans les hôpitaux de Charente, quand j'ai obtenu la création d'une unité médico-judiciaire. C'est effectivement sans doute beaucoup plus facile. Tout va bien. Attendez, mais je dis pas que tout va bien. Sans doute plus facile quand on est un député de la majorité, vous allez en convenir. Alors d'accord, quand on est député de la majorité, enfin en l'occurrence, tous les députés de la majorité n'ont pas eu cet impact-là, et je veux continuer, et je pense que même dans l'opposition, on peut avoir des résultats. Parce que figurez-vous que Monsieur Pilato, malheureusement, si vous me permettez de finir, malheureusement Monsieur Pilato, je crois que vous, comme moi, nous serions dans l'opposition parce que je crains une majorité relative du Rassemblement national. Mais juste pour répondre à la question initiale sur la santé, j'ai eu des actions très fortes sur la santé. J'ai été rapporteur de la loi qui a supprimé le numerus clausus. On forme davantage de médecins, on les verra en 2029 parce que dernière nouvelle, il faut 10 ans pour former un médecin. Il y a eu des choses sur l'hôpital, je viens de le dire. Et puis juste avant de perdre mon mandat, j'avais écrit une proposition de loi visant à réguler l'installation des médecins. Vous aviez voté contre en 2021. Oui, mais c'était pas écrit comme ça, Monsieur Pilato. Et j'observe que les socialistes ont repris exactement l'écriture qui était la mienne en 2023. J'aimerais quand même poser une question à Monsieur Mesnier. Allez-y. Très courte. Ouais. Monsieur Mesnier, quand vous êtes parti à Bordeaux, vous nous avez abandonnés. Attendez, je finis. Les urgences ici sont obligées de fermer parce qu'on manque d'urgentistes. Et au lieu de... Je dis, vous aimez la Charente, vous nous avez abandonnés. Donc, quelque part, c'est facile de dire ce que vous dites, c'est facile de revenir de Bordeaux, de vous présenter ici. Vous êtes déjà conseiller départemental, vous allez cumuler et vous n'allez pas vous occuper de la Charente parce que, quelque part, vous l'avez déjà délaissé. Moi, quelque part, ça me fait mal au cœur de me dire, on avait quelqu'un d'urgentiste qui pouvait donner le coup de main, et ben non, il est parti à Bordeaux. Donc, il y a les paroles et il y a les actes. Alors ça, la Charente, on est dans la caricature. Je vois que M. Pilato s'inquiète pour dimanche. Il s'avère que moi, je vis toujours en Charente, j'habite à Gonpontouvre, que je suis toujours conseiller départemental et que je siège au conseil départemental, que oui, je travaille et que ça vous pose peut-être un peu problème. Non, pas du tout. Mais j'ai accepté de relever un défi professionnel considérable. Et sachez que je suis en lien quotidien, en tout cas hebdomadaire, avec les urgences d'Angoulême, que les urgences d'Angoulême n'ont pas fermé, qu'il y a même des recrutements, et que quand les urgentistes d'Angoulême ont des besoins pour aider à recruter un médecin et qu'il faut trouver une place de crèche ou que sais-je, eh ben, le conseiller départemental et le médecin Thomas Mesnier les aident à l'obtenir pour y arriver. Tout va bien, monsieur Mesnier. On va parler sécurité maintenant, si vous le voulez bien, il faut qu'on avance. C'est l'une des préoccupations des électeurs. C'est aussi l'un des gros échecs des années Macron, Thomas Mesnier. Le nombre de policiers nationaux a augmenté à Angoulême, de policiers municipaux également, ils sont même armés aujourd'hui. Il y a des caméras partout. Qu'est-ce qu'on fait pour rassurer les Angoumoisins, les Couronnais, les Chaniéros ? Vous l'avez dit, j'ai obtenu à l'époque 18 postes supplémentaires sur la circonscription. Il n'y a rien qui change. Et je pense que dans le vote du Rassemblement national, la sécurité arrive en tête. Vous avez raison, la sécurité compte. Je crois qu'il y a plusieurs éléments. Il y a un sentiment de désordre dans le débat public auquel contribue la France insoumise de M. Pilato. Il y a aussi un sentiment d'insécurité au quotidien. Alors certes, ce débat
c'était peut-être pas suffisant, mais 18 policiers en plus, ça se sent, ça se voit. Et la difficulté aussi, c'est qu'on est arrivé après des années de retard. Il y avait eu une suppression sous les années Sarkozy de la police de proximité. Il y avait une justice qui était complètement exsangue, sur laquelle on a investi. Il y a eu des postes de greffiers supplémentaires au palais de justice d'Angoulême, et puis des budgets qui ont augmenté considérablement. M. Pilato et la France Insoumise y étaient opposés, pour donner justement plus de moyens humains et plus de moyens matériels à la justice. La difficulté, c'est qu'il y a tellement de retard sur le sujet que c'est comme pour la formation des médecins, ça prend du temps. Mais il y a eu une action importante pour que, je crois, on est à plus de 10 000, 15 000 policiers supplémentaires sur ces dernières années. Ils sont là sur le terrain. René Pilato, c'est pas vraiment votre sujet de préoccupation numéro 1, la sécurité? Ah, complètement. Complètement. Si on parle de la sécurité concernant les forces de l'ordre, nous sommes pour le retour de la police de proximité, pour les renforcements des moyens de la police judiciaire qu'a démantelé M. Darmanin. Nous sommes effectivement pour remettre de l'humain auprès des quartiers, auprès des habitants, parce que les caméras, ça ne remplace pas le contact humain. Ça, c'est la première des choses que l'on fera. En plus, on allongera le temps de formation des policiers qui sont armés pour qu'effectivement on n'ait plus ces morts sur les refus d'obtempérer. Vous voulez plus les désarmer donc? Non, pas du tout. Écoutez bien ce que je vais dire plutôt que de raconter ce que racontent les médias. On veut effectivement que les gens qui encadrent les manifestations n'aient pas de FAMAS, si c'est les gendarmes, et n'aient pas de LBD, si c'est les policiers, parce que votre Premier ministre, M. Philippe, a laissé éborgner 32 personnes juste en manifestation. C'est votre bilan, ça. Monsieur Pilato, vous êtes pour les casseurs, je suis pour les policiers. Non, on n'est pas pour les casseurs, et vous le savez, nos manifestations, quand elles sont encadrées par la CGT ou la France Insoumise, il y a zéro casse. Deuxièmement, je vais finir sur la sécurité. Donc, on pourrait en parler localement. On a effectivement besoin de policiers plus formés, et on a besoin de réformer ce qu'a fait Darmanin, c'est-à-dire que sur les refus d'obtempérer, l'Allemagne a 1 mort en 10 ans, nous on en a eu 22 en 2023. Donc quelque part, on a une façon d'exercer la force, et je dirais la force légitime donnée à la police, qui pour nous serait différente. Et après, si vous me parlez de sécurité, je vous parle de la sécurité alimentaire, de la sécurité au niveau de la santé. Continuer à parler sécurité, mais plutôt sur le volet local. L'arrêté anti-regroupement devrait être reconduit la semaine prochaine à Angoulême. L'année dernière, René Pilato, vous êtes vivement opposé à cette mesure. N'empêche que la sécurité, c'est une vraie problématique sur le Champ de Mars. C'est quoi votre solution ? Alors, moi, je ne suis pas dans la politique locale, mais je m'opposerai toujours à tout ce qui est restriction des libertés de déplacement, restriction des libertés d'expression. Quelque part, on est en train d'avoir, avec Macron et ses représentants, dont M. Bonnefond, pour faire le bilan de sa ville, et M. Meignier, on est en train d'avoir une dérive autoritaire, avec Darmanin, je dirais, aux manettes, et vous avez raison, les résultats, on ne les voit pas. Toujours réprimer pour plus réprimer, au bout d'un moment, on voit que ça ne fonctionne pas. Et quelque part, quand on vous dit de remettre de l'humain, et peut-être qu'au lieu d'avoir des arrêtés anti-regroupement, on aurait des patrouilles qui circulent en vélo, qui discutent avec les gens, qui tout doucement, on refond de l'éducation populaire en disant non, ce que tu fais devant un magasin, ça fait fuir les clients, tu ne peux pas faire ça, on ne t'autorise pas à faire ça, on va t'accompagner à... Mais pour ça, il faut tout un accompagnement et il faut de l'argent qui est plutôt donné dans la poche des actionnaires que mis en réalité sur le terrain. Donc c'est vraiment deux visions de la politique totalement différentes. Monsieur Pilato, si vous étiez davantage sur la circonscription et dans les rues d'Angoulême, vous verriez justement qu'il y a des patrouilles en vélo, qu'il y a des patrouilles régulièrement en nombre insuffisant, Monsieur Meignier, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai obtenu 18 policiers de plus pour la circonscription. Et bien les résultats ne se voient pas. Parlons du pouvoir d'achat, c'est aussi une des grosses préoccupations des Français et des Charentais. Thomas Meignier, on a aussi le sentiment que c'est un des gros échecs des années Macron, qui n'a jamais compris les revendications qui avaient été portées par les Gilets jaunes au début de son mandat. Les écarts de revenus ne sont jamais autant croisés. On attend toujours le fameux ruissellement des premiers de cordée.
La meilleure des façons d'avoir du pouvoir d'achat, c'est d'abord un travail. Moi, ce que je vois depuis 2017, c'est que le chômage a reculé. Il était à plus de 10% en 2017 lors de mon élection. On a fait aujourd'hui la moitié du chemin pour arriver au plein emploi. Certes, ce n'est pas satisfaisant. Certes, il y a des inégalités. Il s'avère que donner un travail, c'est la première des choses pour insérer quelqu'un, pour lui donner du pouvoir d'achat, pour lui restaurer d'ailleurs une insertion dans la société. Et j'ajoute que sur le sujet, parce que le sujet c'est de vivre mieux de son travail que des aides sociales quand on n'en a pas. On a fait un certain nombre de chemins depuis 7 ans maintenant. Et j'ajoute que nous n'avons jamais augmenté les impôts, on les a même supprimés avec la suppression de la taxe d'habitation, de la redevance audiovisuelle, des choses que la France Insoumise a toujours, sur lesquelles la France Insoumise s'est toujours opposée. René Pilato, le chômage n'a jamais été aussi bas depuis longtemps, mais vous pensez qu'on ne peut pas vivre avec les salaires actuels? L'augmentation du SMIC à 1 600 € net fait peur aux patrons et notamment aux petits patrons qui sont nombreux en Charente. Je pense qu'il y a 2 éléments de réponse à ce que vous dites. Le chômage n'a pas baissé en équivalent temps plein. On a fait baisser le chômage en retirant de la catégorie A beaucoup de personnes qui font des petits boulots, des boulots à temps partiel et qui ne suffisent pas à vivre. Donc, soyons clairs, et je donne des chiffres, vous pourrez les vérifier. Si on parle en équivalent temps plein, on a toujours 25% de chômeurs en France. Pardon. Je vais parler du pouvoir d'achat des retraités et je vais parler des 1 600 €. Les retraités, avec nous et ce programme, et il est chiffré et appuyé par Esther Duflo, prix Nobel d'économie, qui n'est ni de gauche ni de droite. Les retraités, aucune retraite en dessous du seuil de pauvreté, 1 158 €. Aucune retraite pour les carrières complètes, en dessous de 1 600 € le SMIC. S'il fait peur aux petites entreprises, je le comprends. Quand on voit que les prêts garantis par l'État, ils ont demandé suite au Covid à ce que ce soit décalé, ils sont étranglés, nos commerçants et nos petites entreprises, ça leur a été refusé. Et nous, on leur dit, on va augmenter le SMIC de 200 €. Ça coûte environ 7,5 milliards aux entreprises. Il me semble, et c'est ce que je suis aujourd'hui écouté quand même, c'est ce que je proposerais. Je proposerais effectivement que par rapport aux 220 milliards de niches fiscales, de suppression de cotisations et d'évasion fiscale, c'est à peu près 200 milliards, on puisse prendre de l'argent et faire une transition intelligente pour que oui, les gens aient du pouvoir d'achat en plus et pour que les petites et moyennes entreprises ne soient pas étouffées parce qu'elles ont déjà ce fameux prêt garanti par l'État qu'elles n'arrivent pas à rembourser. Donc on va faire une période de transition, on va les aider et justement en relançant le pouvoir d'achat et en protégeant nos petits entrepreneurs et nos agriculteurs par une taxe au kilomètre, on va recréer un cercle vertueux, on va recréer de la création d'emplois locales et tout doucement, les carnets de commandes vont se remplir et vont permettre aux entreprises d'assurer. Et puis, pour finir, comme on finance ça aussi, un pôle public de l'énergie, tarif réglementé EDF-GDF, vous verrez que les entreprises respireront. Monsieur Pilato, si je peux me permettre, j'ai une question. Vous êtes prof de maths? Oui. Bon. Comment vous m'expliquez que vous allez bloquer les prix des produits de première nécessité, j'imagine la baguette de pain, et que vous allez augmenter les salaires et le SMIC à 1 600 €. Un exemple simple, le boulanger ne pourra pas vendre sa baguette plus cher, mais il sera obligé de payer davantage ses salariés. Moi, je ne vois pas autrement que le fait qu'il soit obligé de fermer sa boulangerie. Et je peux vous dire la même chose pour un coiffeur, pour un agriculteur qui produit du lait, pour toutes les petites entreprises de ce pays. Votre programme, c'est la faillite économique. 1 000 milliards en 7 ans, la faillite, c'est vous, et le chaos, c'est vous. Répondez à la question, M. Pilato. Non, mais vous êtes expliqué, vous avez dit qu'il y aurait des mesures. Non, mais la boulangerie est un excellent exemple. C'est des maths, vous avez expliqué que sur l'énergie, il y aurait des mesures qui paieront moins cher, etc. On a bien compris. Si M. Lenné a compris, c'est parfait. On voudrait quand même enchaîner. On est allé rencontrer les Angoumoisins, ils ont des questions à vous poser. Première question autour de la solidarité et de la gestion des SDF dans la ville d'Angoulême. Alors, moi, je voudrais savoir pourquoi on ne trouve pas une solution pérenne pour loger tous les SDF dans la ville d'Angoulême. Pourquoi je suis obligée, moi, d'acheter un sandwich, une bouteille d'eau, donner une cigarette, discuter avec ces gens qui sont complètement démunis. Ça, c'est quelque chose qui me pose question depuis un certain nombre d'années. Ma question, c'est pourquoi remettre... Thomas Mesnier, sur cette question sociale de la gestion des SDF.
La grande précarité, je la connais. Malheureusement, c'est aux urgences qu'on doit s'occuper de ces gens en grande précarité pour les soigner, parce que souvent, ils ne trouvent de refuge nulle part ailleurs. Je suis assez bien au fait de la question. La question, c'est de comment on va vers eux, de comment on les accompagne socialement, de comment on arrive à les réinsérer, à leur trouver un logement. Il faut pour ça construire des logements sociaux supplémentaires et les accompagner vers des formations, vers un nouvel emploi, pour les réinsérer dans la vie. C'est un travail malheureusement de très très longue haleine. René Pilato. Vous avez tué le bâtiment. Aujourd'hui, j'ai reçu la Fédération du bâtiment et ils m'ont dit c'est fini, tous les programmes sont stoppés, augmentation des taux d'intérêt et tous les programmes aujourd'hui se sont arrêtés, que ce soit dans le logement social ou dans le logement, je dirais, privé. Donc, le chaos, toujours, c'est vous. Moi, je vais vous dire simplement, il faut oser. Hein. On a, le maire, par exemple, a un pouvoir de police, il réquisitionne les logements vides et il met des gens dedans. Parce que ça va plus vite que de construire des logements là où on n'a pas d'argent. Votre politique a conduit, dans les dotations d'État vers les collectivités territoriales, à réduire toujours plus leur budget. Ils sont obligés de faire face à des augmentations du prix d'énergie que vous avez organisées en déréglementant, et à partir de là, ils ne peuvent plus assurer un rôle social qu'ils avaient avant. Ils ont les finances qui sont à sec dans les communes, et ils ne pourront pas faire ce que vous dites. Donc quand on parle de changer la politique de financement par l'impôt, par la fiscalité, pour redonner de la respiration aux collectivités territoriales, pour avoir une facture d'électricité, Monsieur Pilato, c'est pas comme ça qu'on retrouve un logement pour les personnes et sans domicile. réquisitionner rapidement les logements vides, vacants, à réhabiliter très vite, parce qu'aujourd'hui, sur Angoulême, il y avait 1000 logements vacants. Loger 80 personnes SDF avec 1000 logements vacants, c'est du courage politique. On a une deuxième question sur le logement, mais un peu différente. Du coup, mon constat, c'était que sortir après de la case étudiante, c'est très compliqué pour les jeunes de trouver du logement sur Angoulême. Et du coup, ma question était là, comment aider et permettre aux jeunes de pouvoir trouver tout simplement un logement? Parce que du coup, il y a un problème qui se pose que sans travail, pas de loyer, pas de travail. Et même des fois, même avec une base, des stages, des services civiques ou des petits jobs, des fois, ce n'est pas assez. Les demandes sont un petit peu délusionnelles. Donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour régler ce souci-là. Thomas Mesnier, il y a effectivement un vrai problème de logement, notamment pour la location sur le secteur d'Angoulême. Il y a pour les jeunes, pour les familles, pour... À Angoulême et pas qu'à Angoulême. Hein. On a globalement une politique du logement social et du logement tout court en France qui est en faillite, qui coûte des milliards d'euros et qui n'est pas efficace. Ça fait partie des choses qu'on veut réformer avec Édouard Philippe, parce que ça coûte énormément d'argent public pour une inefficacité crasse. Et donc il faut réformer, construire davantage de logements sociaux. Il y a une loi qui doit justement obliger les communes à augmenter le taux de logements sociaux, et c'est par ce biais-là qu'on arrivera progressivement à répondre à cette question. Alors, on va conclure avec un peu de politique fiction. En cas de victoire du nouveau Front populaire, René Pilato, dimanche soir, c'est la fin de la traite des bisounours à gauche. Comment on fait avec les députés qui vont de Hollande à Mélenchon? Et vous qui avez toujours été fidèle à Mélenchon, c'est qui votre préféré pour le poste de Premier ministre? Alors, pour le poste de Premier ministre, la question est claire et simple. Déjà, il faut avoir la majorité. On ne va pas s'écharper avant. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il était candidat à rien. Il y a des jeunes chez nous qui sont poussés. Vous avez pu remarquer que Manuel Bompard a été poussé, que Clémence Guettet est en train d'être poussée. Donc, on a une relève qui est assurée. Et comme vous dites, politique fiction, maintenant, Mélenchon n'est pas candidat sur cette législative, alors que Hollande l'est. Ouais, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, on ne peut pas les mettre sur un même plan. Et deuxièmement, qu'est-ce qui vous gêne? Non, c'est qui votre préféré à vous? Comme Premier ministre? Ouais. Olivier Faure. Si j'avais un choix à donner personnel qui n'engage que moi et qui n'engage pas, moi je aime beaucoup Manuel Bompard. Oui. Thomas Mesnier, dimanche, quoi que soient les résultats, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre civile annoncée par Macron qui n'a plus qu'à démissionner? Bon, écoutez, moi j'attends du président de la République qu'il soit président de la République, c'est-à-dire qu'il respecte, qu'il aille au bout de son mandat, le mandat pour lequel il a été élu, qu'il soit garant de nos institutions dans une période qui s'annonce comme très
perturbé, comme très instable, et donc je crois qu'on a besoin d'un président qui préside. Quant au gouvernement à venir, j'espère qu'il ne sera pas du Rassemblement national. Moi, depuis le début, j'appelle à une grande nouvelle majorité parlementaire qui va des sociodémocrates à la droite républicaine, et je m'engagerai, après mon élection, à construire cette majorité-là, qui peut exister. Certes, les chances sont fines, mais elles sont là, et donc je m'engagerai dans ce combat-là. Eh bien, merci beaucoup pour ce débat que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et demain, rendez-vous pour la 3e circonscription. Merci, bonne journée. Merci à vous. Merci à vous.